Je m'appelle Bruno Bonnel, très impressionné, première fois devant un tribunal. Plutôt sympa, pour une fois. J'ai 58 ans, j'ai fait 35 ans d'entreprise dans le numérique et depuis 4 mois, je suis député de La République En Marche. À la Monsieur le disposition du procureur. procureur. Monsieur Bonnel, bonjour. Monsieur le procureur. Vous dites vouloir vous battre pour que les citoyens reprennent la main sur leurs données privées. Est-ce que ça passerait par une transparence des algorithmes qui irait légèrement à l'encontre d'une République en marche, d'une start-up nation? On fait comment pour obliger les entreprises à la transparence des algorithmes et que peut faire le politique face aux intelligences artificielles? Je pense qu'en tant que député, mon principal boulot, c'est faire la loi. Donc il faut passer par la loi. Et effectivement, il y a un paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup des algorithmes, on parle beaucoup de la structure, de l'intelligence artificielle avec un grand I et un grand A, et on oublie quand même qu'elle est nourrie de données dont les données personnelles. Et je pense que nos générations futures se détermineront pas simplement par rapport à leurs organes physiques, leur cœur, leur foie, leur nez, voire même leurs pensées, mais également par leurs données numériques. Et donc la loi, en tout cas ça va être un combat que je mènerai dans la deuxième partie, parce qu'on a quand même un peu de boulot avant de la mandature, c'est un combat pour que chaque personne se voit attachée de façon inaliénable ces données personnelles qu'elle pourrait vendre, donner, confier, transmettre à ses héritiers, et ne plus simplement considérer que c'est de la chair à GAFA qui peut présenter des risques. D'accord. Donc l'affrontement entre le principe d'innovation et le principe de précaution tourne systématiquement à l'avantage du premier, le principe d'innovation, quand on parle d'intelligence artificielle. Oui, maître, enfin arrêtez. Première nouvelle. Et évitez de m'interrompre pendant que je pose mes questions. Merci. Excusez-moi, excusez-le surtout. On n'installe pas de centrale nucléaire en centre-ville. Pourquoi ne pas nous doter de la même exigence éthique vis-à-vis des intelligences artificielles et du développement des intelligences artificielles? Et c'est pour ça, monsieur le procureur, que vous avez entièrement raison. Il y a une opposition entre le principe de précaution et le principe d'innovation souvent, et au milieu, il y a le principe d'expérimentation. Et je pense que nous devons, nous, la France, devenir un territoire d'expérimentation en intelligence artificielle, notamment et en robotique, ce qui signifie définir des zones, définir des territoires, qu'ils soient des secteurs ou qu'ils soient des territoires physiques, dans lesquels on puisse expérimenter. On a déjà commencé, monsieur le procureur. Par exemple, il y a des endroits en France où on peut, sur le parvis de la Défense, au bord de la confluence à Lyon, on peut avoir des véhicules autonomes qui circulent au milieu de la foule. Ces expérimentations permettront de voir si on est à quelle étape on en est dans l'innovation et d'effectivement montrer à nos concitoyens que la terreur de l'intelligence artificielle est quand même, tient plus du fantasme que d'autre chose. Merci, monsieur le député. Très belle ville, Lyon. Oui, c'est vrai. C'est la mienne. Maître, le témoin est à vous. Oui, bonjour Monsieur Bonnel et merci d'être ici. Voilà, Monsieur le député, s'il vous plaît. Non, mais on vous appelle le maître, alors. J'allais vous poser une question sympa, quel dommage. Mais bon, je suis quand même là pour être d'accord avec vous. Moi aussi, je suis en marche. 35 ans, disiez-vous, que vous êtes dans le numérique au sens large. On se souvient de votre plaidoyer pour la révolution. Est-ce que vous avez le sentiment, au fur et à mesure des années, que ce pays analogique et un petit peu rétrograde, la France, est en train de se mettre à la question technologique au sens large? Est-ce que, culturellement, c'est en train de bouger? La France a deux caractéristiques. D'abord, c'est un territoire d'invention. Ça, c'est intéressant à s'en rappeler. Une des caractéristiques françaises dont on ne fait pas assez la promotion, c'est qu'il y a une concentration sur un si petit pays. Il y a une concentration d'intelligence collective qui est remarquable. Et donc, c'est intéressant de voir comment elle fonctionne. Par contre, elle a un énorme défaut, c'est qu'elle est très lente à adopter des ruptures technologiques. On a été très lent à adopter le magnétoscope, on a été très lent à adopter la téléphonie mobile, on a été très lent à adopter, pourtant on avait le Minitel, qui était quand même une direction majeure, une inspiration majeure de l'Internet. On a été très lent à adopter l'ordinateur, jusqu'à en gros la rupture de durée de l'Internet, l'ordinateur était quand même dans des progressions. Par contre, c'est un pays qui est très rapide à rattraper. Et c'est un peu le pari qu'il faut faire sur l'intelligence artificielle. On a eu beaucoup de doutes. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'en France, on est parmi les premiers systèmes qu'on appelait experts.
les ancêtres de l'intelligence artificielle. J'aimais mieux d'ailleurs la terminologie système expert qu'intelligence artificielle à titre personnel, parce qu'au moins ça disait bien ce que ça voulait dire. C'est moins glamour. C'est moins glamour, mais c'est beaucoup plus précis. Ce sont des systèmes, donc rien à voir avec une intelligence biologique, et ce sont des expertises, c'est-à-dire que c'est effectivement des notions, comme ça a été dit par le président témoin, de vitesse, de traitement de grosses quantités de données, et on reste quand même dans une espèce de raisonnable quant à son évolution. Mais je pense que oui, nous avons une chance de monter sur le podium assez rapidement des spécialistes mondiaux de cette intelligence artificielle. Alors précisément, en ce moment, on le rappelait en introduction, le gouvernement s'intéresse à cette question. Est-ce qu'on peut y voir là le fait que les nouvelles élites de ce pays s'accaparent cette question, notamment celle des données personnelles? Qu'est-ce que ça pourrait donner à un État qui s'intéresse à quelque chose qui est pour l'instant profondément ancré dans le domaine privé? La jonction public-privé sur l'IA, ça pourrait donner des politiques publiques. Vous parliez du Minitel. Est-ce qu'on pourrait arriver vers quelque chose d'un peu vertical comme ça et de très industriel? L'État a deux rôles. Il a d'abord un rôle d'inspiration. C'est important que l'État reprenne, que le temps du politique se coordonne avec le temps du social. Et qu'on arrête d'être en retard par rapport aux innovations technologiques, d'où les idées d'expérimentation, de promotion, où je pense qu'il y aura de plus en plus de partenariats publics-privés pour arriver à montrer aux gens qu'il y a des opportunités de croissance et de développement. Ça, c'est un rôle, je dirais, d'inspiration. Il a un rôle, bien évidemment, de contrôle. Et ce n'est pas anecdotique, l'idée des données personnelles. C'est que si on arrive à faire prendre conscience à notre pays que l'important, ce n'est pas d'être numérique, mais de se sentir numérique, à savoir d'être en maîtrise de ces outils, on aura beaucoup plus de réflexion sur comment on va s'intégrer dans ce monde numérique de demain. On parle des générations futures. La génération future ne se pensera pas sans une mémoire numérique. Je vais vous donner un exemple très simple. Si j'ai compilé tout au long de ma vie sur téléphone portable les endroits où j'ai été, ce que j'ai mangé, les petits amis que j'ai eus, ce que j'ai appris, etc. Si je l'ai compilé sous une forme numérique, la communication avec, entre guillemets, des intelligences artificielles demain, des robots compagnons ou des systèmes experts qui sont capables de m'aider dans ma vie quotidienne sera beaucoup plus simple puisque j'aurai une mémoire numérisée avec laquelle ils seront capables de s'interfacer. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes juste en train de penser que ce sont des outils. C'est en fait une réelle augmentation de nos capacités pour demain et j'ai pas de doute que le politique doit l'intégrer dans la loi d'une manière ou d'une autre et notamment donner aux individus la maîtrise de cette nouvelle manière d'envisager l'individu. C'est-à-dire pas simplement savoir que son bras, son cœur, son oreille est quelque chose qui est parti de soi-même, mais que ces données numériques en feront partie et sera une clé certainement de l'avenir de nos générations. Alors, dernière question à propos des générations futures, précisément, le fait de collecter toutes ces données et de le jumeler avec une intelligence artificielle qui pourrait être par exemple assise sur de l'informatique quantique, pourrait-il nous rendre immortels? Alors ça, c'est le grand... Être une pure conscience. Nous avons le seigneur des nanos, Laurent Alexandre, qui nous promet une immortalité que l'homme qui a 1000 ans est déjà né. C'est un ami, je l'aime beaucoup, on n'est pas d'accord sur ça, parce que moi je suis chrétien et je pense qu'on est quand même assujetti à d'autres puissances, puis ça serait quand même désespérant d'être immortel surtout. Le fait qu'il y ait une finalité nous fait quand même un peu accélérer les choses dans la vie, sinon on serait tous à fumer du chichon en disant on l'a pour l'éternité, ça serait cool. C'est ce que vous feriez vous-même, monsieur le député. Plus de questions, votre honneur. Bon, ceci dit, pour être un tout petit peu plus sérieux, je pense que c'est encore une fois le fantasme de qu'est-ce que c'est que l'immortalité. De très nombreux poètes, de très nombreux artistes, de très nombreux acteurs maintenant de cinéma sont gravés dans nos imaginaires pour l'éternité. Être dans l'éternité, c'est laisser une trace et effectivement fait partie de ces traces que laisseront tous les individus, leurs données personnelles, pour que leurs héritiers puissent choisir qu'est-ce qu'ils en feront. Est-ce que, par exemple, un arrière-petit-fils utilisera les données génétiques que lui a confiées son arrière-grand-mère pour savoir, à ce moment-là de la médecine, si effectivement il y a une trace génétique dans la famille qui pourrait être réparable? Ça sera quelque chose d'important. Donc je pense que cette immortalité, ce n'est pas une immortalité de notre corpus physique, elle est presque spirituelle, c'est une immortalité de notre corpus numérique. Et ça, oui, on aura une immortalité numérique, il n'y a pas de doute. Très bien, et je vous remercie beaucoup. Comme le disait Raymond Kurzweil, nous sommes tous divins. Et c'est ce que je viens de comprendre avec votre intervention. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci maître.